Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage YouTube. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça permet à celle-ci d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir. Je vous invite aussi à regarder le lien en description qui vous communique en fait tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. On approche doucement des 500 sur TikTok, 500 abonnés. Et bah voilà, j'ai fait mon petit auto-promo et donc on va commencer maintenant. Tout d'abord, le tome 11 et le tome 12 de Sidou. Je crois que... Alors, j'ai cru voir une news, mais peut-être que je dis une connerie, que Panini va accélérer un peu le rythme de publication de Sidou, ce qui fait qu'on va avoir plus de tomes régulièrement. Je crois qu'il y aura un tome tous les mois, donc en fait 2 tomes tous les 2 mois, donc ce qui fait un tome tous les mois. Ça fait déjà très plaisir. Alors on avait terminé le tome 10 avec le fait que Gentaro avait affronté euh, le commandant second du Shinsengumi, qui est donc le héros de Children, et dont j'ai Ijikata, voilà, tant que ça revienne dans mon cerveau. On quitte un petit peu ça, alors on revient un petit peu sur la politique aussi un petit peu, la politique, l'histoire du Japon plutôt. C'est super cool, j'ai bien aimé. En plus il y a le retour de ce monsieur, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Vraiment c'est deux super tomes, et en plus voilà, si on a deux tomes à chaque fois, bah, c'est bien, c'est qu'on a plein de choses à lire d'un coup. Tidou c'est vraiment un pur régal. Et alors, je digresse totalement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va avoir Soul Keeper du même auteur qui va arriver dans quelques mois chez Panini. Pika va éditer Black Box, un manga sur la boxe du même auteur. Je trouve ça incroyable qu'en en 3-4 ans, on est passé de... Il y avait quasiment plus rien de trouvable de Tsutomu Takahashi, à part Bakuan Reto, son manga autobiographique sur sa période Bosozoku. Et on a eu Détonation, on a eu Neun, on a le retour de Sidou, on va avoir Black Box, on va avoir Soulkeeper, ça fait super plaisir. Voilà, c'était juste l'instant, je parle un peu de l'auteur. Donc voilà, Sidou, c'est toujours aussi bien, je vous conseille. Hippo, saison 6, tome 12 sur 23, et donc le tome 121 de Hippo. Donc là, on a passé la moitié de la série Hippo, la saison 6 de Hippo. Donc là, on est vraiment sur des tomes, on va dire, calmes, dans le sens, pas d'entraînement, pas de match, pas de boxe, vraiment juste du slice of life avec un Hippo qui vit sa vie maintenant loin du monde de la boxe, hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai pris ma retraite officiellement en tant que champion du Japon poids plume. Et voilà, il y a un petit peu ce moment de transition où il y a un nouveau champion qui apparaît, il y a des nouveaux combats, etc. Bon, je crois que le champion a déjà été décidé depuis quelques temps, puisque Hippo avait renoncé pour faire la partie mondiale, enfin pour faire être champion du monde. Et donc là, on lui propose un job d'entraîneur. Qu'est-ce que devenir Hippo? Est-ce qu'il va sûrement partir? Bon, je pense qu'il va partir là-dessus, hein. De toute façon, c'est sûr, sur la série, bah, il n'y a plus vraiment d'intérêt de devenir Hippo, parce que bah, il n'y a plus Hippo en tant que boxeur. Je pense qu'il va y avoir quelques temps en tant qu'entraîneur, et il va revenir une fois qu'il va se rendre compte que, bah, en fait, il n'est pas malade, enfin, dans le sens malade, parce qu'en plus, le tome aussi aborde le fait que l'ivresse du boxeur, qui était un truc qui était très important dans Ashita no Joe, et là, ça y est, ça s'est abordé un petit peu sur le fait que, bah, il est malade, il a des problèmes qui font que, bah, il va pas pouvoir se battre normalement. Et en fait, il y a plein d'indices qui disent que, en fait, peut-être que non, parce que il va chez son pote mangaka, il décide normalement, et il dit, mais normalement, tu devrais faire plein de ratures, plein de zigzags, et là, tes traits sont droits, etc. Et est-ce que c'était pas juste, après le combat, il était un peu sonné, et maintenant qu'il est au calme, qu'il a récupéré, bah, en fait, il a un comportement normal. Et je pense à tout le délire des prochains tomes, c'est est-ce que Hippo veut retourner sur le champ de bataille, ou est-ce qu'il veut vivre une vie paisible et tranquille d'entraîneur? Je pense qu'il va revenir sur le devant de la scène, mais j'ai hâte de voir comment George Morikawa va raconter ça. Les héros de la galaxie, tome 14. Alors là, on a eu quelques tomes sur Reinhardt, qui mettait en place le nouveau gouvernement de l'Empire. Donc là, on est le point de vue de Yang Wenli, qui lui va devoir subir le putsch fait dans l'Alliance Galactique, où il va devoir un petit peu régler ça, le fait qu'il y ait un coup d'État, et qu'il y ait une sorte de, entre guillemets, peut-être une nouvelle dictature qui va se mettre en place, il faut qu'il empêche ça, qui étaient des choses qu'on voyait dans la saison 2 de l'animé sur ADN. Là, on a tout le délire où il va briser le collier d'Artémis, donc avec... en plus, alors ce qui est bien, c'est que il t'explique un petit peu les origines de leur monde, enfin de la géopolitique de leur monde, avec la création de l'Empire, la création de l'Alliance, et en fait, ça fait écho à ce qu'il fait là.
qui est une chose qui n'avait pas été évoquée dans l'anime, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on nous explique que le fondateur de l'Empire, c'était un tel mec, que le fondateur de l'Alliance, c'était un esclave, il s'est enfui en faisant ça, et en fait, Yang Wenli fait plus ou moins la même chose. Il utilise un peu sa technique de créer un vaisseau en bloc de glace, c'est vraiment cool. Voilà. Après, personnellement, je suis un peu moins fan de Yang Wenli, donc là, j'avoue que cet homme-là, je les aime bien, mais je préfère Reinhardt, tout le délire, le Reich allemand, etc. Je trouve ça tellement plus stylé visuellement, et le personnage, je trouve Reinhardt beaucoup plus intéressant que Yang Wenli, que je trouve un peu moins cool. Mais voilà, les héros de la galaxie, c'est toujours aussi bien, même si là, j'arrive dans un passage que j'aime un peu moins bien. Spy X Family, alors pour ceux qui ignorent peut-être, si vous achetez le tome 7 en boutique spécialisée manga, vous avez un petit marque-page. Alors vous avez le choix entre 3 marque-pages qui représentent les passages du tome 4 à 6, et moi j'ai pris Bond, le petit chien, waf waf. Voilà, donc on avait terminé le tome 6 avec le fait que Twilight rencontrait le père de Damien, et il y a tout un délire où il essaye de gratter l'amitié en fait. Il fait non mais ma fille elle a été méchante, si vous voulez on vient chez vous, non non c'est bon, mais au pire je vous invite, et moi j'aime bien ce que vous faites. Il essaye le plus possible de s'attirer ses faveurs, ce qui peut être un peu dangereux parce que tu te dis c'est un peu bizarre toi, tu vas absolument devenir mon pote. C'est pas normal, et vraiment super bien. Alors après on revient sur du plus calme, voilà. On va dire il y a eu un gros truc en début tome 7, fin tome 6, et après on revient sur plus du plus calme, avec, on revit un petit peu le truc un peu plus classique, et on arrive vers la fin du tome à peut-être un arc scénaristique, un arc, quand je dis un arc, hein, c'est une histoire un peu plus longue, où en fait on a, donc, j'ai oublié son nom, la mère, donc excusez-moi j'ai oublié son nom, Yor, qui revient en tant qu'assassin, et doit infiltrer un bateau, et donc la famille vient dans le bateau. Donc est-ce qu'on va avoir un petit arc sur le bateau, etc., qui a duré un peu plus longtemps? Je sais pas, mais en tout cas, là, je suis très curieux de lire la suite. En tout cas, Spy Family, c'est toujours aussi bien. 10e tome de Valkyrie Apocalypse, donc qui vient marquer la fin du 5e combat entre Shiva, le dieu de la destruction hindou, et Raiden, le plus grand des sumos du Japon. Alors j'ai relu le tome 8 et 9 pour me refaire tout le combat d'une traite, donc avec les origines de Raiden, qu'on poursuit un petit peu dans ce tome-là. On découvre que le mec a jamais eu de véritable adversaire à sa mesure, on s'était un petit peu dit, mais là on nous le remonte avec le fait que toute sa vie, il s'est battu, il a fait des combats sumo, tous les combats qu'il a perdus, c'est des combats qu'il n'a pas participé, où il s'en foutait un petit peu, ce qui fait qu'en fait il a jamais vraiment été vaincu. C'est un peu comme Hisoka dans la tour de combat, où on dit ouais il a 2 défaites, mais en fait c'est les défaites où il est jamais venu. Donc en fait il a jamais vraiment perdu. Et c'est un petit peu pareil pour Raiden, on nous raconte plus trop les origines de Shiva, parce que c'était sûrement suffisant ce qu'on avait eu dans le tome 9, et donc on a la fin du combat qui est incroyable. Je m'attendais pas à ce finish him de la part de Shiva, donc qui est le vainqueur de ce 5e combat. C'est vraiment toujours si bien. Alors j'ai comme une préférence encore pour le 4e combat, Hercule contre Jack l'Éventreur, qui était vraiment incroyable. Il est pas mauvais, mais c'est vrai que Jack l'Éventreur, il y avait tellement... C'était vraiment pas un combat de Jojo, c'est le mec, il était en face, il savait qu'il avait aucune chance en 1 contre 1 en physique, donc il a fait que des coups de pute pour le niquer. Là, c'était un combat d'hommes, où c'est vraiment, on se donne des grosses patates de forain, et c'est vraiment super bien. Valkyrie Apocalypse, j'ai vraiment kiffé, et l'animé, j'en reparlerai à chaque fois, mais ne rend pas hommage au manga qui est juste insane. Donc lisez le manga qui est super bien. Dans le précédent lecture, j'avais oublié d'en parler, c'est le tome 31 de My Hero Academia, en plus le tome 31 collector, donc avec à nouveau une jaquette alternative que je trouve pas si jolie que ça. Voilà, moi je l'ai pris parce que ouais, c'était collector, moi je suis un pigeon, hein. Clairement, bon, elle est pas dégueulasse la couve, mais je préfère la véritable couverture avec la lumière, etc., où on voit... c'est celle qui est juste ici, où on voit Izuku et All Might avec un style un petit peu de... Enfin, All Might avec un visage un peu différent. Donc voilà, c'est juste le petit aparté. Donc dans ce tome-là, on est à la fin de la grande guerre entre les héros et les méchants, l'association des méchants, donc qui vient... c'est vraiment Marineford, c'est vraiment, il y a un avant et un après, parce que il y a beaucoup de héros qui démissionnent, qui se sont rendus compte que ouais c'était bien d'être héros quand c'était la paix, mais maintenant c'est la merde, je vais peut-être arrêter d'être un héros. Il y a plein qui prennent leur retraite, il y en a qui disent ouais j'ai 70 ans, bon je prends ma retraite, mec c'est le chaos là, tu te barres pas, et si moi je prends ma retraite. Donc c'est un petit peu le bordel, en plus il y a plein de prisonniers qui se libèrent, c'est Impel Down, voilà, ils ont libéré Impel Down en même temps. Marineford, hein, encore une fois, hein, le parallèle est assez évident, sans dire que c'est un copier-coller, hein, parce que c'est vraiment très différent.
Donc il y a vraiment ce bordel au Japon, qui sont en train de dire, on va peut-être demander un coup de main aux autres pays du coin pour nous donner un petit coup de main d'envoyer des héros parce qu'on est vraiment dans la merde. Sachant qu'en plus le Japon est vraiment un pays qui était vraiment très stable en termes, si je me souviens bien de ce que j'avais lu sur My Hero Academia, c'est expliqué dans le lore, c'était vraiment que le Japon était très calme et que depuis que All Might était là, il y avait vraiment un peu de criminalité, ce qui fait qu'aussi parce qu'il y avait One for All qui avait disparu, ce qui fait que on va dire tous les méchants étaient un petit peu en mode le grand patron il est parti, on va rien faire, on va rester dans l'ombre tranquille. Et maintenant que le grand roi du chaos est de retour, bah, ils ressortent et c'est le bordel sans nom. Et bah, en plus la fin du tome vient marquer une sorte de avant et après parce que ça s'appelle, je crois que le dernier chapitre s'appelle le début de la fin ou la fin du commencement, etc. Et on dit plus ou moins c'est la fin de la deuxième partie de My Hero Academia, sachant qu'en plus au Japon l'auteur a dit que en théorie 2022 ça serait la fin de My Hero Academia, donc 2021-2022 je veux dire, allez on va dire fin 2022, début 2023 la série se termine, donc on va sûrement s'approcher des 40 tomes. Donc là, on va arriver dans une nouvelle période de My Hero Academia, dans le sens où, en plus, on a un Izuku qui a l'air quand même bien vénère, bien badass, en mode vagabond, je pue de la gueule, je me suis pas lavé depuis 3 semaines, j'ai les cheveux sales, qui affronte plein de méchants. La dernière page a fou un petit coup, hein. Je me suis dit, waouh, là, on en arrive dans un monde qui va être bien vénère. Limite, j'aurais bien aimé une ellipse. Dans le sens, voir le Japon 3 ans plus tard, qui est vraiment ravagé, et Izuku qui revient en tant que grand héros. Mais bon, le côté My Academia n'aurait plus été logique, parce qu'il faut quand même qu'il reste, je pense, par rapport au titre, je pense que les héros restent lycéens. Si on les voit adultes, bah, le côté My Hero Academia n'aura plus de sens. Enfin pour moi en tout cas, hein. Ça sera juste My Hero tout court, parce que bah, l'académie n'est plus là, même si on a eu 30 tonnes d'académie, mais c'est vrai que c'est comme si tu fais Naruto, et pendant 30 tomes t'as plus Naruto. Ben pourquoi ça s'appelle Naruto? Voilà, vous avez compris la logique. Voilà, donc en tout cas, c'était un super tome. Et maintenant, on parle d'un autre coffret collector, Jujutsu Kaisen, tome 13, avec en couverture Gojo, hein, parce que voilà, les fans de Jujutsu Kaisen sont surtout des fans de Gojo. Bon, en même temps, quand je vois la couverture du tome 13, donc avec un mec avec un katana, qu'on voit vite fait dans le tome et que pour l'instant m'a pas marqué plus que ça, ouais, j'aime beaucoup plus cette couverture, elle est vraiment stylée, même si bon... dénote un petit peu du style graphique des autres couvertures, qui avait vraiment une empreinte là, ça se voit que c'est juste une page couleur, une illustration couleur de l'auteur pour le magazine Le Jump, et qu'ils ont repris, parce que y a moins cette identité forte qu'il y a dans les couvertures, qui ont vraiment un style de couleur un peu différent, un peu plus crade des fois par moment, mais bon c'est juste du détail. Donc on est toujours dans l'arc de Shibuya qui va arriver début 2023 normalement, parce que j'ai vu dans les news, ou fin 2023. Donc un arc qui est toujours pas terminé, qui est vraiment incroyable. Là on a le grand Daron Zenin qui se bat, et j'ai trop kiffé, c'est quoi il dit, il affronte donc c'est Dagon, donc une créature qui ressemble un petit peu à Cthulhu, et en plus bah, son nom fait référence à une autre création de Lovecraft, donc Dagon, qui est un poisson géant, qui est un grand ancien aussi. J'aime bien quand il l'affronte et qu'il lui parle de... résolution d'écran, il lui parle de 4K, de 60 FPS, je me dis mais il lui fait un playset pour un ordinateur gamer ou quoi là? Mais j'aime bien enfin j'ai pas trop compris son délire de pouvoir, mais j'ai bien aimé tout le combat quoi, il y a, je sais plus qui c'est qui, je crois qu'il y a Makima, Maki, il y a le prof avec les lunettes dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, et il y a le grand Daron Zenin qui se battent, incroyable. Il y a aussi, il y a une réapparition donc, du père de Fujisaki, si je dis pas de bêtises. Non, franchement, l'arc Shibuya, alors, comme c'est un peu décousu, parce que voilà, je suis avec les tomes français, j'ai plus tout en tête, mais je pense que quand l'arc va se terminer, je vais me relire tout l'arc, parce que il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses à droite à gauche, que c'est un bordel sans nom, mais c'est vraiment super bien. Et les gens qui regardent que l'animé, mais ils vont devenir fous. Là, clairement, moi, je suis déjà fou avec le manga, alors qu'au début, je trouvais ça pas... Enfin, j'étais pas ultra fan du manga. Alors là, l'animé, s'il est au niveau de la saison 1, mais ils vont devenir fous. Les animés, ils vont devenir fous. Dernier manga de cette vidéo, et c'est Fairy Tail, donc le tome intégral 8, donc de chez Hachette. Donc alors, ça se voit peut-être pas forcément à la couverture, mais en fait, ce tome-là marque le début de l'arc du festival de Fairy Tail, donc qui est aussi l'arc où Luxus pète un câble et qui veut niquer tout le monde. Il ramène en plus sa garde personnelle, donc les 3 Raiden. Donc il y a un gros combat entre ces 4-là contre toute la guilde de Fairy Tail. Tu te rends compte que les 3 quarts de Fairy Tail sont vraiment nuls à chier. Il y a plein de combats, il y a plein de révélations. J'ai beaucoup aimé quand Jubia et Kana ils sont ensemble et qu'elle sacrifie pour Kana en disant c'est moi je veux être l'ami de Fairy Tail. Super cool. On voit que Gaji là, il fait des trucs, des petits bails dans l'ombre. Bon,
je sais la vérité, vu que je connais un petit peu la suite de Fairy Tail. Surtout, on a Mira Jane qui se révèle en tant que putain de mage de ouf de rang S. Bon, ça, j'étais aussi au courant. Mais c'est vrai que la page où elle pète un câble et que t'as une double page d'explosion, je surkiffe les pages que fait Mashima quand il fait ce genre de choses. Je vais essayer de les retrouver, mais je sais plus c'est où. C'est quand elle affronte, elle affronte le chef des Raiden. Je vais essayer de retrouver la page. Je sais pas si je la retrouve. Mais je sais qu'elle est là. Elle est juste là, la page, excusez-moi. C'est vraiment en live. Voilà, ce genre de double page dans Fairy Tail, je les trouve vraiment super cool. Alors c'est tout con, c'est juste une double page avec une explosion à la mode, genre c'est la fin du monde comme au début de Rave, mais il y a vraiment ce sentiment de toute puissance, d'un coup il y a une explosion d'énergie. De toute façon, tous les combats qui s'enchaînent, l'arrivée de Loki où il fait, t'as Ipé qui fait « Oh, vous êtes amoureux tous les deux ?» Et il fait « Non, non, c'est juste mon invocation. » C'est vraiment super drôle. Ah ouais, je reprends vraiment un plaisir à lire le début de Fairy Tail. On verra si par la suite je kiffe toujours autant. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai toujours un grand plaisir à redécouvrir cette série. Maintenant, on va passer au BD, et tout d'abord, j'ai pris le tome 2 de Antipode Plus, donc en fait c'est le 4e numéro de la saga Antipode, alors de Donjon. Alors, Donjon, peut-être qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo, parce que c'est vraiment très costaud comme BD, il y a quand même une quarantaine d'albums, avec plein d'univers, plein de périodes différentes, des histoires indépendantes, mais qui deviennent après très importantes par la suite. Donc en fait, Antipode Plus, c'est une nouvelle série dans la série, où en fait on va nous raconter l'histoire 1000 ans plus tard, et 1000 ans plus tôt par rapport au premier tome. Et donc en fait là on suit plus ou moins les descendants du héros d'origine, 1000 ans plus tard, donc où c'est une famille noble dans un monde contemporain pour nous, hein, c'est vraiment futuriste. Et en fait dans ce tome-là, le héros, donc un canard rouge, va découvrir un coffre spécial qui fait écho à Antipode Moins, qui se passe donc 1000 ans avant le début de la première série, donc 20 000 ans avant celle-ci. Et je sais pas encore trop ce que veulent raconter les auteurs, parce que finalement, vu que ça se passe 1000 ans plus tard, on voit pas trop encore les références, enfin le lien avec la série d'origine, mis à part le fait que tu retrouves les Vaucossons qui sont là, donc qui sont donc le nom de famille du héros d'origine, et que 1000 ans plus tôt, tu vois un peu les origines de certaines choses par rapport à la série d'origine. J'espère qu'avec les tomes suivants, on aura un peu plus d'informations. C'est vrai que pour l'instant, peut-être un peu décousu pour moi, j'ai du mal encore à tout saisir ce que veulent raconter les auteurs, mais ça reste super bien. Alors c'est pas la meilleure porte d'entrée pour Donjon, mais voilà, c'est intéressant, c'est une nouvelle série. Donjon, j'aime beaucoup. Alors on va garder un nom commun avec cette BD, parce qu'elle est coécrite par Jon Farr. On va parler d'une de ces BD qui s'appelle Le Chat du Rabbin. Alors j'avais lu le tome 1 il y a quelques temps. Je crois que c'est quand j'avais acheté les premiers tomes de Donjon, je m'étais acheté le tome 1 du Chat du Rabbin. Je n'en ai pas parlé sur la chaîne, et là je me suis acheté le tome 2, en me disant, bon, il y a une dizaine de tomes, je vais essayer d'en acheter une fois par mois, ou deux fois par mois, une BD du Chat du Rabbin, pour en parler sur la chaîne. Ce tome-là, alors il y a eu un film d'animation, Le Chat du Rabbin. Ce tome-là a été adapté, enfin une partie de ce tome-là a été adaptée dans le film d'animation, notamment tout le passage où le rabbin va passer une dictée, et t'as le chat qui... Je crois qu'en plus le passage qui est le plus drôle du film n'est pas forcément... Ah si, il est dedans. Il y a un passage où le rabbin demande au chat de lui dicter sa dictée, et il lit un texte, et il dit « Non mais attends, comment ça, les dieux ? Il n'y a qu'un seul dieu sur Terre !» Et il dit « Bon, ok. » Il commence à lui donner une fable de La Fontaine, il dit « Vous êtes sûr, hein, parce que je peux aussi vous trouver une fable avec que des animaux cachers. » Et j'ai trouvé ça tellement drôle, ce petit pic, voilà, au fait que le rabbin il soit tellement religieux que le fait de dicter un truc où on parle des dieux mythologiques, lui ça l'offusque. Et donc le titre s'appelle Le Malka des Lions, donc en fait on a le cousin du rabbin qui arrive, qui s'appelle le Malka des Lions. Alors je sais pas trop qui c'est, enfin je sais pas trop c'est quoi sa fonction, ça a l'air d'être une sorte de religieux qui vit plus dans le sud d'Alger, je crois qu'ils sont en Algérie, si je ne dis une bêtise, et donc il est avec un lion, et on découvre un peu ses origines story. Il y a une origine story par rapport à lui et sa relation avec son lion, qui a été pas évoquée dans le film parce qu'on n'avait pas le temps, mais voilà, c'est une super histoire. On a aussi un passage avec, il y a un juif de Paris qui vient pour les derniers sacrements, parce que je sais pas comment ça s'appelle dans la religion judaïque. Donc il y a son grand-père qui va mourir, et il vient donc pour la cérémonie funéraire, l'enterrement, etc. Et donc ça apporte des choses en plus par rapport à la relation avec le rabbin et le reste du monde. C'est super bien, surtout qu'en plus, il y a tout le délire avec la dictée, c'est que pour que le rabbin puisse devenir officiellement rabbin de sa communauté, et j'aime bien le chat, il dit « Mais c'est quand même bizarre, tu fais des cérémonies en juif, à des juifs qui parlent le juif, tu vas lire des textes qui sont en juif, mais il y a des Français qui habitent à l'autre bout du monde qui te demandent de faire une dictée en français, pour des mecs qui parlent pas français. »
c'est bizarre. Et même lui dit, bah ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est le gouvernement qui décide. Et j'ai trouvé ça super cool. Et donc, cette dictée, bah, on a une résolution à la fin du tome. Là où dans le film d'animation, je crois que. Alors, j'ai pas souvenir qu'on nous. Enfin, on ait une révélation, enfin, une finalité à cette dictée. Finalement, je crois que c'est juste, on en parle et puis basta. Mais après, le film date un petit peu pour moi, donc j'ai plus tout en tête. Mais en tout cas, le chat du rabbin, c'est super bien, et je pense que je vais vous en reparler régulièrement dans les lectures. Quand je lirai un tome, j'en parlerai, parce que c'est vraiment super bien. Ensuite, on a le tome 13 de Conan le Cimérien, donc qui s'appelle Xutal le Crépusculaire. Donc c'est encore une histoire donc écrite par Robert Howard, le papa de Conan, qui est adapté par des auteurs avec un style différent pour raconter une histoire. Alors ça se voit peut-être à la couverture, il y aura un petit peu de nudité, parce que l'histoire commence immédiate reste avec un Conan qui est dans le désert, qui vient de perdre une bataille, on sait pas trop, en fait, on nous raconte pas trop ce qui s'est passé avant. En fait, on sait qu'il s'est passé des choses, mais puis basta. Et donc, avec la fille qui l'accompagne, il découvre une cité perdue, il y a toute une secte qui est là depuis longtemps, il vénère un dieu, etc. Très Lovecraftien, la créature, quand elle apparaît, c'est une créature tentaculaire, ça fait très Lovecraft. Vraiment, visuellement, très bien dessiné. J'ai pas tout saisi à l'histoire. C'est encore comme le tome 12 qui était très épais, celui-ci est vraiment très épais aussi. Vraiment, deux gros tomes, vraiment super bien. C'est pas mon album préféré de Conan, de cette édition Conan le Cimérien, mais il faudrait que je le relise, un de ces quatre, au moins lire la nouvelle avant, parce que c'est ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire ça, je voulais me relire toutes les nouvelles et lire les BD, j'avais commencé à faire ça, et je me suis arrêté au tome 7 ou 8, donc peut-être recommencer là où je m'étais arrêté. Mais en tout cas, Conan le Cimérien, je vous conseille, c'est une super série d'albums, surtout que chaque album est indépendant, donc vous n'avez même pas besoin de les prendre dans l'ordre que vous voulez, vous le prenez, vous envoyez un, je le prends, je le lis, et puis basta. C'est vraiment super bien, je vous conseille. Et on finit, comme d'habitude, avec Astérix, le tome 5, qui s'appelle Le Tour de Gaulle d'Astérix. Donc dans cet album, on a un haut dirigeant de Rome, donc je crois que c'est un préfet, qui vient voir un petit peu les quatre bases romaines qui sont autour du village, en disant « Mais attendez, ça fait des années qu'on vous envoie là, vous êtes bloqué par un petit village d'irréductibles gaulois. Mais non mais c'est quoi ce délire ?» Donc lui, il décide de construire tout un mur autour du village pour les isoler du reste de la Gaule. Et Astérix dit non, vous savez, vous ne pouvez pas nous retenir. Et même pire que ça, on va faire le tour de Gaule, on va ramener toute la bouffe de Gaule, et on va revenir ici, et on fera un méga vestin avec vous. Donc c'est le début de l'aventure où Astérix quitte le village avec Obélix et Idéfix, et ils vont faire un tour de Gaule, et récupérer toute la grande bouffe française, on va dire. Donc ils vont d'abord à Alésia, donc on avait vu dans le tome 2, la Serpe d'Or, et en plus ils l'évoquent. Ils disent, ouais, c'est encore plus pollué qu'avant. Ils vont récupérer du jambon d'Alésia. Donc Alésia est en Paris, jambon de Paris. Je sais plus où est-ce qu'ils vont récupérer du champagne, alors dans des amphores, avec en plus on reconnaît vraiment la forme du champagne. Il dit attention, faut pas trop le secouer parce que le bouchon il peut exploser. Donc il y a un moment Astérix, il secoue le truc et ça fait un tir avec le bouchon de champagne. Ils descendent dans le sud, ils vont à Lyon. Alors je sais plus ce qu'ils récupèrent à Lyon. Ils vont à Marseille, ils vont récupérer de la bouillabaisse. Après ils remontent et ils vont récupérer des huîtres, etc. Alors je pense que les huîtres, vu la vitesse à laquelle ils vont, elles devaient être dégueulasses à arriver parce qu'elles devaient être toutes périmées. Mais voilà, c'était un bon album qui fait plein de petites références aux différentes cultures, aux différents patois, genre. Alors c'est le plus marquant, mais c'est quand ils vont à Marseille, les mecs ils font un peu cher. Comment tu vas, mon petit là? Tu viens du sud, là, tu viens manger la bouillabaisse. Ils parlent comme ça. Tu les vois, en fait c'est écrit, mais c'est écrit comme ça. Tu as envie de le dire comme ça. En plus ils disent le peu cher. Ils disent oh putain, oh peu cher. Tu vois, ils le disent comme ça. Ça me fait trop rire. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué parce que vraiment c'est l'accent qui est le plus visible. Strasbourg, etc. J'ai peut-être moins les coutumes, les patois, etc. Donc j'ai moins saisi ça, mais c'était un bon album, et j'attends avec impatience de lire le tome 6, qui s'appellera Astérix et Cléopâtre, qui est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs albums d'Astérix, donc très curieux de lire ce voyage en Égypte avec Astérix, Obélix et Panoramix. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous retrouverez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et maintenant, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!